Jean-Christophe Calvé, vous êtes donc agronome, météorologue, chercheur au Centre national de recherche météorologique à Toulouse, le CNRM. Vous co-dirigez actuellement une thèse sur le sujet du retrait des argiles, retrait gonflement des argiles et ses impacts sur les sols. On va beaucoup revenir d'ailleurs sur ce RGA ce matin et l'impact est catastrophique parfois sur le bâti. Donc ça, on y reviendra. Les épisodes de sécheresse se multiplient. Que peut-on dire aujourd'hui sur l'évolution de la fréquence de ces phénomènes extrêmes en France et dans le monde et quelles en sont les principales conséquences sur les sols? Jean-Christophe Calvé, c'est à vous. Je vous laisse nous expliquer tout ça et je reste pas loin pour des questions. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, donc slide suivante s'il vous plaît. Voilà, donc merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation à planter le décor de cette première session sur la sécheresse des sols. Donc je vais vous parler de ces effets dans un climat qui change. Et avant de commencer, je voudrais remercier mes collègues Jean-Michel Soubérou et Sophie Barthélémy qui m'ont fourni quelques éléments pour cette présentation. Slide suivante. Alors, tout d'abord, évidemment, il faut rappeler que nous sommes en train de vivre un réchauffement climatique qui est sans équivoque. La concentration en CO2 de l'atmosphère est aujourd'hui de 420 parties par million, alors qu'elle était de 320 parties par million dans les années 60. Et les impacts de ce réchauffement sont déjà fortement perceptibles. Alors, je vous montre ici une figure produite et actualisée régulièrement par le service européen Copernicus qui montre la température de l'air mondiale mois par mois des années 40 à aujourd'hui. Voilà, donc ce qui est montré ici, c'est des anomalies en degrés Celsius par rapport à une référence pré-industrielle. Donc vous voyez que les années 80 sont dans le bleu et les années les plus récentes sont dans le rouge, à l'exception de l'année 2024, donc on va jusqu'à avril, qui est en jaune. Donc forcément on voit le réchauffement progressif des températures, mais ce qui est remarquable et qui saute aux yeux sur cette figure, c'est le saut auquel on a assisté à partir de l'été 2023, où on a dépassé un écart de 1,5 degré par rapport au pré-industriel. Et cette tendance s'est poursuivie en 2024. Vous voyez que la courbe jaune se situe également au-dessus de ce seuil de 1,5 degré. Slide suivante. Alors sur la France, évidemment, on est sur continent et donc le réchauffement est encore plus marqué. Donc cette courbe montre des anomalies. Alors cette fois, c'est par rapport à une période de référence qui va des années 60 aux années 80. Et vous voyez qu'à partir de la fin des années 80, on a un réchauffement très très marqué. Donc cette courbe va jusqu'en 2022. Donc vous voyez que c'est le pic le plus important qui dépasse 2,5 degrés. Et si on traçait 2023, on aurait un pic qui serait à peu près du même ordre. Alors, bien sûr, on peut agir contre ça en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Slide suivante. Donc, ce réchauffement de l'atmosphère a un impact, bien évidemment, sur le système sol-plante, avec un accroissement de l'évapotranspiration et un assèchement des sols. Alors, l'humidité du sol, c'est une variable très importante qu'on peut mesurer. Donc, la mesure in situ de l'humidité du sol peut se faire grâce à des sondes automatiques. Donc, vous voyez ici un exemple de fosse qui a été creusée pour accueillir des sondes permettant la mesure de cette variable en continu. Donc cette photo a été prise sur l'une des stations de Météo France, enfin station automatique météorologique de Météo France dans le sud de la France. On dispose d'une vingtaine de stations de ce type actuellement. Alors évidemment, ces mesures in situ sont très très locales. Pour avoir une vision davantage spatialisée, on peut utiliser la télédétection micro-ondes. Donc il existe des satellites européens qui sont utilisés pour cela. On peut citer l'instrument SMOS, enfin le satellite SMOS de l'Agence spatiale européenne.
qui a été lancé en 2009 et qui est toujours actif. Dans le cas de SMOS, il s'agit d'un radiomètre qui mesure l'émission naturelle des surfaces dans le domaine micro-ondes en bande L. On peut citer également l'instrument ASCAT sur les satellites METOP de EUMETSAT. Donc ce sont des satellites météorologiques. Les données ASCAT sont utilisées sur océan pour mesurer la vitesse du vent, mais sur continent, on peut accéder au contenu anneau de la surface. Et enfin, donc ASCAT est un radar en bande C. Et enfin, on peut citer le satellite Sentinel-1 du programme Copernicus. Il s'agit également d'un radar en bande C, mais qui permet d'avoir de très hautes résolutions spatiales de l'ordre de 10 mètres. Enfin, pour spatialiser, on peut modéliser l'humidité du sol. Par exemple, le modèle ISBA de Météo France est capable de fournir de manière continue des simulations de l'humidité du sol pour diverses couches dans le sol et pour divers types de végétation. Pour faire cela, on calcule le bilan d'énergie, le bilan d'eau, etc. et on essaye de représenter la végétation. Slide suivante. Donc voici un exemple de cartographie qui peut être réalisé de l'humidité du sol. Donc il s'agit ici d'une figure produite par le service Copernicus, le service européen Copernicus. Donc à gauche, vous voyez un modèle. Donc ici, il s'agit d'ERA5Land. Et ce que vous voyez ici, c'est l'anomalie d'humidité du sol pendant l'année 2022, pendant l'été 2022, qui a été particulièrement sec. On y reviendra sur l'Europe de l'Ouest en particulier. Et à droite, vous voyez l'équivalent provenant de la télédétection micro-ondes. Donc, il y a une certaine cohérence entre les deux, bien sûr. Slide suivante. Alors, l'humidité du sol est au centre de multiples processus et a des effets biophysiques, donc sur la végétation en particulier. En cas de stress hydrique, la production de biomasse est réduite, la photosynthèse est réduite. L'humidité du sol, soit directement, soit via la végétation, a un effet aussi sur l'évapotranspiration et également sur le stockage et le déstockage de carbone. Je vous montrerai un exemple. Enfin, en agriculture, évidemment, l'état hydrique du sol conditionne les besoins en eau d'irrigation. Un autre aspect important est ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles. Les sols argileux, lorsqu'ils s'assèchent, peuvent se fissurer, en quelque sorte. Et donc, il peut y avoir une subsidence liée à la sécheresse. Cela peut avoir un impact sur le bâti, en particulier les maisons individuelles. Et cela a un coût assurantiel qui est loin d'être négligeable. Enfin, l'humidité du sol a un effet très important également sur le bilan d'énergie de surface via la conductivité thermique du sol qui dépend de l'humidité du sol. Cela a un impact sur la température du sol et également sur l'albédo de surface qui est la capacité du sol à réfléchir le rayonnement solaire ou à l'absorber. Enfin, l'humidité du sol a un effet en hydrologie sur le ruissellement et de l'eau de pluie et le drainage des précipitations vers les rivières. Slide suivante. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, je vous montre ici une figure faite par Arvalis qui montre la stagnation des rendements du blé en France à partir du milieu des années 90. Alors, il apparaît que cette stagnation est liée au climat. Alors, il s'agit évidemment des sécheresses à répétition qu'on observe depuis pas mal de temps, mais également les baisses de rendement peuvent être liées à des excès d'eau. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que l'augmentation des événements extrêmes, ça peut être dans un sens, avec l'augmentation des sécheresses, mais aussi en sens inverse vers des excès d'eau. Slide suivante. Donc, la figure précédente, c'était sur la France pour le blé. En France, on a la chance d'avoir de très bonnes statistiques agricoles, de très bonne qualité. À l'échelle mondiale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, par contre, on peut faire de la modélisation. C'est ce qui est présenté ici. C'est tiré d'un article
essayer de reproduire la production mondiale de grains, tout grains confondus, riz, blé, maïs, etc. Et donc cette figure est intéressante puisqu'on montre l'évolution de la production de grains depuis la fin du 19e siècle. La courbe située en bas en rouge montre ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu d'augmentation des surfaces agricoles, s'il n'y avait pas eu d'engrais issus de la pétrochimie et s'il n'y avait pas eu de développement de l'irrigation. On serait resté à peu près à 400 millions de tonnes par an. Donc on voit que l'expansion, l'augmentation des surfaces agricoles a multiplié par 3, par 2 ou 3, cette production. L'effet des engrais est également très important. Et on voit que l'effet de l'irrigation est de plus en plus important et compense un peu la stagnation des rendements qui, comme sur la France, apparaît sur cette figure à partir des années 90. Donc en creux, ça montre que le déficit hydrique des sols devient un facteur limitant de la production agricole mondiale et que l'irrigation permet d'accroître encore un peu la production de grains. Slide suivante. Alors, pour continuer dans les processus, je vous montre ici une figure qui montre des observations pour l'année 2022, encore une fois, à Toulouse. Donc, vous savez peut-être que le principal centre technique de Météo France se situe à Toulouse, où on a un campus assez important, comprenant une prairie naturelle d'une dizaine d'hectares, sur laquelle on fait de nombreuses mesures météorologiques, mais aussi l'humidité, etc., ainsi que les flux turbulents. Et donc ce que vous voyez sur cette figure au cours du temps, durant l'année 2022, c'est l'indice de surface foliaire en vert de la végétation, ce qu'on appelle aussi le LAI en anglais. Vous voyez un indice d'humidité du sol qu'on appelle SWI, Soil Wetness Index, en bleu, et le flux de CO2 à midi. Alors je montre ici que les mesures réalisées à midi pour que la figure soit lisible. Donc en début d'année, l'humidité du sol est proche de ce qu'on appelle la capacité au champ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stress hydrique. Et dès le mois de mars en 2022, la végétation s'est développée en puisant dans le stock d'eau du sol. Donc on voit une forte croissance de la végétation jusqu'à début mai. Et dès le début du mois de mai, on a atteint un stock d'eau dans la zone racinaire très faible, qui a déclenché donc une mortalité importante de la végétation avec une baisse assez drastique de ce fameux LAI. En parallèle, vous voyez le flux de CO2 en jaune. Donc, quand c'est négatif, ça veut dire que la photosynthèse l'emporte sur ce qu'on appelle la respiration. Donc, la photosynthèse permet au système sol-plante d'absorber du CO2 et la respiration de l'écosystème réémet du CO2 dans l'atmosphère, vers l'atmosphère. Donc lorsque la photosynthèse l'emporte sur la respiration, on a un flux négatif, et c'est ce que vous voyez en début d'année jusqu'au début du mois de mai. Durant la saison estivale, voilà, ce flux devient très faible, sauf lorsqu'il pleut. Donc vous voyez les deux pics positifs qui correspondent en fait à une émission de CO2 du sol vers l'atmosphère. Donc ça, c'est lié au fait que les températures sont très élevées et que la végétation est peu active. Alors pourquoi ces pics se produisent-ils quand il pleut? Parce que les micro-organismes du sol ne peuvent être actifs que s'il y a de l'eau. Voilà. Donc le fait qu'il pleuve réactive les micro-organismes du sol qui décomposent la matière organique. Et donc vous voyez ces pics d'émission de CO2. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à 2 kg de CO2 par hectare et par heure. Voilà, slide suivante. Si vous... Alors, comment fait-on pour caractériser les sécheresses? Donc, Météo France utilise cet indicateur que j'ai déjà mentionné, le Soil Wetness Index ou Soil Water Index si vous préférez. Donc cette figure montre pourquoi on utilise cet indicateur.
Sur la gauche, vous voyez deux cartes de texture du sol. En haut, l'argile et en bas, le sable. Au milieu, vous voyez l'humidité du sol exprimée en mètres cubes d'eau par mètre cube de sol. Et vous voyez que cette carte du milieu ressemble beaucoup aux cartes de texture. Voilà, puisqu'en fait, l'effet texture du sol, si vous voulez, est très important sur cette quantité en mètres cubes exprimée en mètres cubes par mètre cube. Donc, pour avoir une vision globale de la sécheresse, on normalise cette humidité du sol entre sa valeur à la capacité au champ, donc pas de stress hydrique, et sa valeur au point de flétrissement, c'est-à-dire sa valeur minimale du point de vue de la végétation. Et on obtient à droite, donc ici, c'est pour le 16 août 2022 à 10h du matin. Et c'est une carte qui est tracée ici pour les arbres à feuilles caduques. Voilà. Et pour une certaine profondeur du sol, située entre 80 cm et 1 mètre. Voilà, donc on peut produire ce genre d'indicateur, type de végétation par type de végétation, et pour différentes profondeurs du sol. Et donc vous voyez que durant l'été 2022, l'Occitanie en particulier, les forêts en Occitanie ont beaucoup souffert de la sécheresse. Slide suivante. Donc on arrive maintenant au reflet gonflement des argiles. Donc on peut utiliser ce type de simulation du Soil Wetness Index pour caractériser ce phénomène. Donc c'est ce qui a été fait dans le cadre de la thèse de Sophie Barthélémy, qui était cofinancée par la Caisse centrale de réassurance, le BRGM et Météo France. Donc Sophie a réalisé plusieurs tests qui ont montré que lorsqu'on se compare à la sinistralité du bâti, en faisant un échantillonnage sur un certain nombre de communes et en regardant le nombre de sinistres, en fait, on arrive à trouver une relation entre l'humidité du sol simulée par le modèle ISBA et la sinistralité en construisant un indicateur qui s'appelle la magnitude de sécheresse. Donc, sur cette figure en rose, là, vous voyez l'évolution au cours du temps pour 3 années, année 1, année 2, année 3, du SWI. Donc, on définit un seuil en dessous duquel on fait l'intégrale en fait, des déficits. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, quand on fait ce cumul de déficits, on obtient ce qu'on appelle une magnitude de sécheresse. Et on montre que cet indicateur est particulièrement pertinent pour caractériser la sinistralité du retrait-gonflement des argiles. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ceci est illustré sur cette figure où on compare la cohérence entre cet indicateur et la sinistralité. Donc plus on est dans le jaune, meilleure est la cohérence. Et plus on est dans le bleu, moins bonne est la cohérence. Donc vous voyez que cette corrélation est montrée ici en fonction de la profondeur et du seuil de SWI que l'on choisit. Donc à gauche, il s'agit des percentiles les plus faibles, c'est-à-dire les sécheresses les plus marquées. Et vous voyez que les meilleures correspondances sont obtenues pour les arbres à feuilles caduques, et non pas pour les prairies, et pour des profondeurs à partir de 80 cm. Voilà. Donc en creux, ce que montre ce résultat, c'est que il semblerait que la sinistralité puisse être expliquée, alors difficile de dire dans quelle mesure, mais par la présence d'arbres près des maisons. Et c'est ce que montre aussi la littérature, en particulier outre-Manche. Voilà, slide suivante. Donc cet indicateur, on peut essayer de le spatialiser. Donc pour les arbres à feuilles caduques, pour une couche de sol située en 80 cm, entre 80 cm et 1 mètre de profondeur. Et voici les cartes que l'on obtient sur la France. Donc de gauche à droite et de haut en bas, on va de 2003 à 2022. Donc on commence par 2003, donc les plus anciens d'entre nous se souviennent que 2003, ça avait été un peu un choc dans la communauté, c'était du jamais vu à l'époque.
Et donc on voit ici que du point de vue des arbres à feuilles caduques, c'était réellement une année assez exceptionnelle qui a touché une grande partie de la France. Après 2003, il y a eu des sécheresses marquées qui ont affecté telle ou telle partie de la France, mais pas de manière vraiment généralisée. Par contre, à partir de 2018, on commence à revoir des sécheresses qui sont fortement étendues spatialement, et à l'exception de 2021, qui a été une année moins chaude et plus humide. Par contre, vous voyez que 2022, là, on bat vraiment tous les records. C'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est du jamais vu. Puisque de très nombreuses régions sont touchées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'Occitanie en particulier a été très fortement touchée par cette sécheresse vue du point de vue des arbres. Voilà, slide suivante. Alors, on peut essayer de projeter ce genre d'indicateur dans le futur. Projection climatique. Donc, juste un rappel sur les scénarios. Donc, vous avez à gauche les scénarios qui sont par le GIEC, donc les scénarios correspondent à des émissions de CO2 en gigatonnes de 20 gigatonnes. Dans les scénarios, ces émissions très vite, mais dans le pessimiste, le RCP 8.5, ces émissions augmentent jusqu'à 100 gigatonnes de CO2 par an. Et 8.5 signifie qu'on a un surcroît d'énergie de 8,5 watts par mètre carré. Voilà, donc ça c'est le scénario vraiment le plus pessimiste. Et donc à droite, vous voyez l'effet que cela a sur la France du nombre de jours secs consécutifs en été à l'horizon fin de siècle. Voilà, donc forcément, dans le scénario le plus pessimiste, cet écart est plus important et peut atteindre. Sur l'ouest et le sud. C'est étonnant, l'ouest, enfin c'est peut-être un... Oui, voilà. Donc, ces cartes, en fait, résultent de la prise en compte de divers modèles. C'est très important pour limiter les incertitudes de prendre en compte plusieurs modèles de climat, chacun d'entre eux étant désagrégé, en fait, à la résolution nécessaire pour faire ces cartes. Donc, voilà le résultat qu'on obtient pour cet indicateur, le nombre de jours secs consécutifs. On peut avoir des répartitions différentes pour d'autres types d'indicateurs. Je pense que c'est ce que montre la slide suivante. Voilà, donc, donc ici, il s'agit en fait des valeurs les plus basses du SWI en saison d'étiage, c'est-à-dire la fin de l'été, on va dire. Et donc, exactement, on voit que la répartition de cet indicateur est différente spatialement de l'indicateur précédent. Donc ici, c'est surtout les régions les plus montagneuses qui ont une baisse plus importante du SWI en fin de siècle. Ce qui signifie que dans ce scénario pessimiste, même les régions montagneuses sont affectées par les sécheresses. Slide suivante. Alors, concernant le retrait-gonflement des argiles, Sophie Barthélémy a projeté cet indicateur de magnitude de sécheresse dont je vous parlais précédemment. Donc, il s'agit toujours des arbres feuillus décidus et on regarde ici l'horizon 2050. Donc, les trois cartes que vous voyez montrent la valeur de cet indicateur donc, dans le climat présent, dans un horizon un peu intermédiaire, 2026 et dans un horizon plus lointain, 2046-2065, et vous voyez que la valeur de cet indicateur augmente. Voilà. Donc il est à craindre que le risque de retrait-gonflement des argiles va s'accroître fortement dans les décennies qui viennent. Slide suivante. Voilà, alors on peut aussi faire des projections climatiques à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Europe, et avoir peut-être une vision plus socio-économique, on va dire.
Donc cette figure est tirée d'un rapport de la Cour des comptes européenne qui a été publié en 2018, et la Cour des comptes européenne s'alarmait du fait que les politiques, la mise en œuvre des politiques du climat par la Commission européenne a été un peu timide, on va dire. Et donc, ils ont mis cette figure dans leur rapport qui montre deux projections du risque de désertification. Donc, à gauche, c'est dans le scénario RCP 4.5 et à droite, dans le RCP 8.5. Voilà. Il ne faut pas que le mot désertification soit un mot tabou. Donc, désertification, ça concerne le climat, mais aussi l'effet sécheresse sur le système sol-plante, sachant que moins de végétation peut vouloir dire également un sol davantage exposé à l'érosion, etc. Voilà, donc il peut y avoir une réaction en chaîne, si vous voulez, qui conduit à une désertification de certaines zones. Alors, ça a déjà commencé dans certaines régions en Espagne. Et donc ces cartes, bon, je ne sais pas dans quelle mesure elles sont fiables ou pas, mais bon, montrent que le sud de l'Espagne, par exemple, la Sicile africaine, le delta du Danube sont vraiment à risque. Mais en France, on voit également que les régions méditerranéennes sont à risque, et même la plaine toulousaine. Voilà, donc c'est vraiment un risque à prendre au sérieux, et ça implique également le fait qu'il faut penser à protéger les sols et protéger les forêts aussi sans doute. Voilà. Petit élément de définition. Ce serait bien de laisser mon micro ouvert tout le temps. Désertification et aridité, c'est quoi la différence? Pour reprendre l'introduction avec Florence tout à l'heure. Oui, alors... J'ai peut-être ma définition, je ne suis pas sûr que ce soit la même que Florence, mais bon. Comme je disais, je pense que la désertification, ce n'est pas que le climat. Voilà. Ça concerne vraiment aussi le système sol-plante. Mais bon, je pense que les intervenants à la table ronde vont pouvoir élaborer là-dessus. mais bon, c'est vrai que ces questions de définition sont importantes. Il faut garder en tête que le climat, c'est aussi l'agriculture, c'est aussi les pratiques agricoles, c'est aussi la gestion des forêts et la protection des sols. Voilà. Slide suivante. C'est la conclusion. Donc en conclusion, voilà, la sécheresse, ça peut se caractériser de diverses manières, ça peut se mesurer, ça peut se modéliser. Donc l'expérience de Météo France, c'est que l'indicateur le plus efficace finalement, c'est le SWI, le Soil Wetness Index, et c'est dérivé d'avoir annuel de la sécheresse, ce qui est basé sur le SWI. On montre que c'est applicable au retrait-gonflement des argiles. Calculé différemment, ça peut aussi être appliqué au suivi des ressources en eau, au suivi du danger de feux de forêt, etc. La végétation est également très, très, très importante dans ces processus, puisque la végétation contrôle l'humidité du sol via l'évapotranspiration, la profondeur dans l'enracinement, etc. Et je vous ai indiqué divers liens utiles, donc climat HD, dont est dérivée une des figures que j'ai montrées au début, et les deux portails DRIAS, donc les futurs du climat, et le nouveau portail qui s'appelle les futurs de l'eau, sur lequel on peut trouver beaucoup d'informations sur tout ce qui est justement humidité du sol, débit des rivières, etc. Merci beaucoup pour ces ressources. Bravo pour cette intervention extrêmement pointue. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Et c'est vrai avec des thématiques que l'on n'aborde pas forcément très souvent, notamment sur l'impact sur les arbres, la différence entre arbres et autres types de végétation. J'imagine que vous avez peut-être des questions pour approfondir. Alors oui, plein de questions. On va vous passer le micro déjà à tous les deux. Vous êtes à côté. Donc, bonjour. Je veux bien que vous vous présentiez. Sarah Feuillette de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je vous remercie pour votre présentation. J'avais une question. À un moment donné, vous nous présentez une diapo sur la station de Toulouse, oui, qui compare l'indice foliaire, etc.
Et j'ai pas compris le message que il y a les flux de CO2, etc. Mais j'ai pas trop su quoi en déduire. Ça, c'était une première question. Et aussi une question réflexion sur les rendements du blé. Sur votre graphe, on voit qu'effectivement, il y a le stress hydrique, il y a les inondations, il y a les chaudages aussi, parce que les agronomes que je connais me disent que c'est un phénomène super important. Et je pense que c'est important dans le message de bien montrer que l'irrigation, c'est pas une baguette magique. Il y a d'autres problèmes. Et donc, les problèmes des chaudages, ils vont pas être résolus par l'irrigation. Les problèmes d'inondation vont pas être résolus par l'irrigation. Voilà, parce que quand même, il y a une petite pression pour développer l'irrigation. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Donc, concernant la première, donc effectivement, sur notre site de Toulouse, nous avons une espèce de super station météo, si vous voulez, sur laquelle on mesure plein de choses. Donc, il s'agit d'un site qui est associé à l'initiative européenne ICOS, qui est tout un réseau de stations en Europe qui mesurent les flux d'eau, de carbone et d'énergie. Voilà, donc le message que je voulais faire passer sur cette diapo, c'est que l'humidité du sol, ce n'est pas une variable à considérer de manière isolée, puisque ça dépend de la végétation. C'est ce que je voulais montrer, par le fait que quand la végétation se développe, en fait, elle assèche le sol. Voilà. Et une fois que le sol est asséché, la végétation meurt. Voilà. Donc il y a une forte interaction entre les deux. Le message que je voulais faire passer aussi, c'est qu'en conditions sèches, quand il pleut, on peut avoir de très fortes émissions de CO2 par les sols. C'est-à-dire qu'un écosystème qui, en l'occurrence, est un écosystème naturel, c'est une prairie naturelle qui est coupée une fois par an, etc., est plutôt un puits de carbone, de manière générale. Mais si le nombre de sécheresses augmente, etc., ce puits de carbone peut devenir une source. C'est le message que je voulais faire passer. Après, concernant le blé, oui, effectivement, l'irrigation du blé, c'est pas mal développé, en particulier... en premier lieu, depuis pas mal de temps en région parisienne, mais ça commence aussi maintenant en Occitanie, ce qui est assez surprenant. Et effectivement, le fait d'irriguer le blé, d'augmenter le contenu en eau, n'a pas d'impact immédiat, on va dire, sur la température de l'air et sur le risque d'échaudage. Le risque d'échaudage, effectivement, est assez indépendant de l'humidité du sol. Oui, nous vous écoutons, vous avez le micro. Bonjour, François Dulac du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci, c'était très intéressant. J'ai 2 questions, si je peux. Vous avez fait le lien entre l'augmentation du risque et la présence d'arbres. Oui. Est-ce que ça ne cache pas finalement que l'augmentation du risque, ce n'est pas plutôt lié à une sécheresse en profondeur? Est-ce que c'est vraiment la responsabilité de la présence d'arbres? Et puis la deuxième, c'est vous avez montré une comparaison de modélisation et de télédétection, où la spatialisation était bien représentée par le modèle. Par contre, l'amplitude des valeurs fortes et faibles n'est pas du tout, me semble-t-il, bien représentée. Donc, est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que c'est un fait général que les modèles sous-estiment les extrêmes, finalement? Oui. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, la première sur le retrait-gonflement des argiles. Et évidemment, nos résultats à l'échelle de la France sont assez indirects. Ce n'est pas vraiment une preuve directe de l'impact de la présence d'arbres près des maisons. Bon, c'est une preuve un peu en creux, comme je l'ai dit. Donc l'hypothèse que nous avons, c'est qu'en conditions très sèches, les arbres, pour survivre, alors il se trouve que les arbres, en fait, ont un système racinaire généralement beaucoup plus profond que les prairies. Voilà. Sur notre site de Toulouse, qui est une prairie, la profondeur pertinente pour représenter le contenu en eau dans la zone racinaire, c'est 30 cm. Voilà, une couche de sol de 30 cm. Pour les arbres, il faut descendre jusqu'à 1 mètre ou 2 mètres. Donc c'est là qu'est la différence. Et en fait, cet indicateur que j'ai montré, qui va d'une couche de 80 cm à 1 mètre, c'est vraiment spécifique aux arbres. C'est un indicateur qui ne serait pas tellement pertinent pour les prairies ou les cultures, je pense. Et donc l'hypothèse, c'est qu'en conditions très sèches, les arbres, pour survivre, du fait qu'ils ont un système racinaire préexistant qui leur permet d'aller pomper de l'eau en profondeur, pompent beaucoup d'eau en dessous des fondations, et que c'est cela qui serait à l'origine des désordres.
Alors, comme je l'ai dit, il y a pas mal de littérature sur ce sujet en Angleterre, puisque la ville de Londres est bâtie sur une zone très très argileuse, où il y a beaucoup de retrait-gonflement des argiles et il y a eu, lors des années de sécheresse récentes, pas mal de dégâts sur les maisons individuelles. Et il y a beaucoup de littérature sur l'effet des arbres près des maisons en Angleterre. Voilà, donc. Et nous y reviendrons dans la table ronde avec Laline Egil-Hammer du CRMA, justement pour en savoir plus sur cette question. Nous allons creuser encore ce sujet-là. Il y avait une deuxième... Ah oui, pardon. Donc oui, effectivement, j'ai comparé deux cartes, une issue d'un modèle et une issue de données satellitaires. Bon, alors c'est vrai que les deux approches sont un peu différentes. Les données satellitaires, on ne les a pas forcément en continu, à la différence des modèles. Les données satellitaires ont leurs propres problèmes, on va dire, leurs propres incertitudes, les modèles aussi. Alors, il existe une technique qui s'appelle l'assimilation de données, qui permet d'intégrer les observations satellitaires dans les modèles, et cela permet en fait de prendre le meilleur des deux. Voilà. Donc c'est une approche qu'on essaie de développer à Météo France et au Centre national de recherche météorologique en particulier. Donc en ligne, on me demande si on va pouvoir récupérer votre présentation ainsi que toutes celles de la journée. Je crois que c'est prévu, notamment dans le replay de la journée, et les documents seront mis en ligne. C'est bien ça, Dominique, la confirmation. Voilà. Donc vous aurez accès, si vous nous le permettez, bien sûr. Bien sûr, aucun problème. À ces différentes données. Oui, il y a une question là, merci. Oui, bonjour, Grégory Seyé, je suis chercheur à AXA Climate et je travaille notamment sur la question de retrait-gonflement d'argile. Dans la plupart des travaux que je vois sur ce sujet-là, et notamment ceux que vous avez présentés, visiblement, il y a assez peu de traitement de la notion de multitemporalité de la sécheresse. Je m'explique par exemple, on pense, nous, que sur certains types de vulnérabilité en France, certaines régions de France, un mouvement, par exemple, de sécheresse brutale dans une période de sécheresse plus prolongée peut être peut-être plus impactant et avec un sinistre plus important. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là de multitemporalité et comment c'est traité dans les travaux que vous voyez voilà. Oui, c'est une très bonne question. Alors, le moyen de traiter cette question, dont ça a été traité de manière implicite dans les résultats que je vous ai présentés, c'est de calculer un cumul annuel. Voilà. Donc, quand on calcule ce cumul annuel, effectivement, c'est un phénomène cumulatif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un premier événement sec qui commence à fragiliser le bâti, on va dire, puis un second, un mois plus tard ou 2 mois plus tard, qui finit le travail. Voilà. Donc, le fait de calculer un indicateur en cumulé tout au long de l'année permet de répondre d'une certaine manière à cette problématique. Alors, c'est peut-être pas parfait. Alors, j'ajoute que si on voulait, on pourrait calculer cet indicateur au fil de l'eau, jour par jour. Rien n'empêche de le faire. Alors, il y a aussi quelques questions en ligne. Ici, il y a une pause dans la salle. Est-ce que vous prenez en compte... Alors, il y a beaucoup d'indicateurs. C'est d'ailleurs c'est ça qui fait la complexité. Est-ce qu'on prend en compte aussi le vent sur la sécheresse des sols, notamment? Est-ce que... voilà, une première question, puis après, j'en aurai une autre. Oui, alors effectivement, dans la modélisation, comme je l'ai dit, on calcule le bilan d'énergie, le bilan d'eau, etc. Et pour faire ce calcul, on prend en compte toutes les variables météorologiques. Donc il y a la vitesse du vent, la température de l'air, l'humidité de l'air, mais aussi tout ce qui est rayonnement. Donc rayonnement solaire, rayonnement infrarouge atmosphérique, précipitation, bien sûr. Donc toutes ces variables atmosphériques sont prises en compte dans le calcul. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, nous vous écoutons. Ah bah, 2 questions. Allez-y, puis vous passerez le micro devant. Bonjour, je suis Alexandre Paille, doctorant à l'EM Lyon, à l'Université Lyon 2, et je travaille sur des questions de la gestion des risques liés à la sécheresse du point de vue de l'assurance. Alors en fait, ma question rejoint après, en quelque sorte, des questions qui ont déjà été posées. Donc vous avez évoqué qu'il y a plusieurs variables météorologiques qui peuvent rentrer en compte. Et par exemple, vous avez parlé de Soil Wetness Index qui est très utilisé. Alors ma question, c'est dans des travaux, j'ai vu que le processus de retrait-gonflement argile peut être modélisé. Donc il y avait des travaux qui
disait que dans une certaine période, donc il y a de sécheresse, donc le retrait qui commence après avec des pluies fortes, c'est plutôt le gonflement qui commence. Est-ce que il y a des modèles qui permettent de faire une sorte de mapping entre des variables météorologiques telles que la vitesse du vent, le witness index, etc., vers ce processus du retrait-gonflement argile? Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous ai présenté, en fait, c'est la première partie de la thèse de Sophie Barthélémy, la partie réalisée à Météo France. Donc nous, on n'est pas vraiment des spécialistes de la modélisation des sols à ce point. Je veux dire, voilà, on n'est pas des spécialistes de la plasticité des argiles, mais elle est en train de terminer sa thèse au BRGM à Orléans, justement pour regarder plus en détail ces aspects liés à la physique des sols. Mais je pense que pendant la table ronde, il y aura des discussions. Tout à fait, on va y revenir sur ce sujet-là, mais voilà, merci pour votre question. Allez, on en prend peut-être une dernière dans la salle. Bonjour, oui, Vincent Pircher, un ancien de Météo France. Moi, je voulais reposer une question pour mieux comprendre. Concernant la télédétection avec des satellites, j'imagine, enfin, avec les techniques micro-ondes, ce qu'on doit mesurer, c'est une sorte de quantité d'eau qui est à la fois dans la végétation et le sol. Enfin, donc ma question, c'est comment vous faites pour séparer l'eau qui est dans la végétation par rapport à l'eau qui est dans le sol. J'ai vu qu'il y avait une histoire avec la cartographie, que vous avez des forêts et tout ça, mais quand même, enfin, comment on fait? Parce que c'est quand même une question basique. Oui, tout à fait. Mais c'est encore une très bonne question, décidément. Non, mais il y en a aussi beaucoup en ligne, des très bonnes questions, mais alors je ne les comprends pas toutes, c'est ça mon problème. Mais bon, je vais tenter quand même. Oui, non, effectivement, c'est une très bonne question. Le signal micro-ondes, en fait, il est très, très complexe. Donc effectivement, ça dépend de la fréquence qu'on considère, mais aux bandes de fréquences que j'ai mentionnées, bande L, bande C, on voit à la fois la végétation et le sol. Voilà. Donc les agences spatiales font des produits de niveau 2 ou 3, par exemple, ils font des produits d'humidité superficielle du sol. Donc en général, c'est les premiers centimètres. Mais en faisant ça, ils perdent toute l'information sur la végétation. Donc ce qu'on est en train d'essayer de faire à Météo France en particulier, mais aussi d'autres services météorologiques s'intéressent à cette question, c'est d'assimiler directement le signal tel qu'il est vu par l'instrument, c'est-à-dire soit des températures de brillance, soit des coefficients de rétrodiffusion radar. Et en faisant ça, on ne perd aucune information. Et pour faire ça, il faut construire ce qu'on appelle des opérateurs d'observation. Et l'apprentissage automatique est une technique très efficace pour le faire. Voilà. Donc on aura parlé un peu d'IA dans cette... Merci beaucoup. Alors il y a juste il y a juste une question peut-être. Les autres, je vais les garder aussi pour la table ronde et vous interviendrez bien sûr si besoin. Comment savoir si finalement la stagnation des rendements dont vous avez parlé est liée par l'utilisation massive de pesticides et donc à une baisse de fertilité des sols et la sécheresse? Quelle est la part des deux? Comment on arrive à déterminer? C'est hyper compliqué, j'imagine. Enfin... Oui, alors ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas forcément très compétent. Donc c'est bien peut-être de clarifier pour que ce soit bien compris. Oui. Bon, alors, ce que dit Arvalis, ce que j'ai compris de ce que dit Arvalis, c'est que c'est vraiment le climat qui est le facteur principal. Bon, mais bon, là encore, je pense que la table ronde va permettre d'éclaircir ces questions. Donc, voilà. Mais ce que j'ai compris, c'est ça. C'est quand même le climat qui est en jeu au premier ordre, on va dire. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous avez gardé un tout petit peu plus longtemps, mais c'était très intéressant. Merci. Et évidemment, vous intervenez même pendant la table ronde si vous souhaitez apporter un éclairage.